L'invité de France Info ce matin est l'ancienne ministre Cécile Duflot. Jean-Michel Apathy. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Le président de la République avait réuni lundi et mardi une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement à Paris pour se pencher au chevet de la planète. Cette réunion intervient 2 ans après la signature du traité de Paris, la COP21. Emmanuel Macron est très pessimiste sur les avancées en matière écologique sur la planète. On l'écoute. On est en train de perdre la bataille. On ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. C'est assez alarmiste de la part du président de la République. Ça traduit aussi une prise de conscience qu'il faut en faire plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. Scientifiquement, c'est vrai. Ce qui est problématique, c'est qu'il n'en tire pas les conclusions dans son action politique comme président de la République. Vous trouvez ? De quel point de vue ? À tout point de vue. C'est d'ailleurs la chose la plus vertigineuse. Alors, à ce titre-là, il s'inscrit dans les pas assez connus de Jacques Chirac en 2002. Notre Maison Brûle. Voilà. Et il avait dit une phrase, j'ai renoté sa phrase. Il disait « La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. » C'est-à-dire que des mots poignants, c'est il y a 15 ans. Hein, mais pas d'action. Mais c'était Sarkozy en 2007. On se souvient peu, les annonces d'octobre 2007 de Nicolas Sarkozy, c'était décoiffant. Même les écologistes étaient un peu saisis. Sauf que le problème, c'est que ça ne passe jamais à l'acte. C'est-à-dire entre l'Emmanuel Macron alarmiste qui dit des choses justes sur les conséquences immédiates du dérèglement climatique et l'Emmanuel Macron qui signe le CETA, dans lequel finalement on s'engage à accepter d'importer des sables. C'est vraiment le problème, le CETA ? C'est le CETA, c'est la fin des trains de nuit, c'est le recul sur la taxe sur les transactions financières, c'est le recul sur la loi de transition énergétique, c'est le fait qu'on a la côte maritime la plus importante d'Europe et on a 0 éolienne offshore alors qu'il y en a 4000 en Europe. Je pourrais continuer la liste. Le propos d'Emmanuel Macron est plus général. Il n'y a pas que la France qui est en cause. La Chine, en renouant avec la croissance, fait qu'aujourd'hui, plus de CO2 est renvoyé dans l'atmosphère. Ce n'est pas un problème franco-français. La signature du CETA, ça paraît un peu marginal par rapport à l'effort que chacun devrait produire. Non, c'est pas marginal parce que ça dénote un état d'esprit. Et l'état d'esprit qu'il faudrait avoir au niveau mondial, là vous avez raison, c'est de dire maintenant on arrête avec les fossiles. C'est-à-dire qu'on laisse le charbon et le pétrole. Vous avez lu peut-être l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Monde, il le dit, il faut en terminer avec les énergies fossiles. Bien sûr, et alors pourquoi aujourd'hui les institutions françaises, la Caisse des dépôts et consignations, vous, moi, qui avez de l'argent sur votre livret de développement durable, cet argent est utilisé pour investir dans les fossiles? Pourquoi on continue, y compris dans le projet de loi qui a été récemment présenté, à permettre de continuer l'exploitation et d'envisager l'exploitation des gaz de couche Pourquoi on ne tire pas les conclusions ? Justement, pourquoi ? On vous pose la question. Est-ce que ça veut dire que en fait, les politiques n'ont pas le pouvoir sur ce sujet-là en particulier ? Pas du tout. Ça veut dire, et je pense que c'est ça qui est assez grave, c'est qu'il y a un double discours. Vous savez, il y a des paroles. Et les paroles, elles sonnent comme il faut à nos oreilles. Et il y a les actes qui ne sont pas en cohérence. Pourquoi avoir reculé sur la taxe sur les transactions financières ? On sait que ça va financer l'aide au développement et notamment l'aide à l'adaptation. Donc c'est très embarrassant. Et d'ailleurs, c'est ça le sujet. C'est que vous le dites, vous devriez être admirative et applaudir le discours d'Emmanuel Macron. Oui, sauf que je sais que c'est le même Emmanuel Macron qui, dans sa politique de président de la République, n'est pas en cohérence. Et ça, c'est quand même un sujet. Donc on peut avoir l'impression qu'il utilise l'écologie comme un faire-valoir, comme une sorte de positionnement, de communication et comme une stature internationale, mais pas avec sincérité. Et l'insincérité en matière écologique, elle est criminelle. Elle est criminelle à l'échelle de notre génération. On voit aussi des entreprises, des fonds de placement qui se mobilisent pour observer ce que, par exemple, les entreprises du secteur pétrolier font, ne font pas, ne plus financer des entreprises qui pratiqueraient l'extraction de l'énergie fossile et des matières fossiles. Donc on voit quand même qu'il y a une prise de conscience, une mobilisation, des choses changent quand même. Oui, mais là, Emmanuel Macron a raison, c'est insuffisant. Oui, bien sûr que les choses changent, et heureusement. Il y a une prise de conscience on a pris du retard. Oui, le problème, c'est qu'il faudrait aller plus vite maintenant. Il faut aller plus vite, c'est-à-dire qu'il faut dire on arrête tout investissement dans les fossiles. On a un changement complet de logique. Je vais vous donner un exemple. Il faut une priorité aux transports en commun. Les transports, c'est une part très importante, notamment en France, des émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut annoncer la fin des véhicules thermiques à 2040. Je voudrais vous faire la liste de toutes les annonces qu'on a fait avec des temporalités. Simplement, je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On met en péril le financement du réseau Grand Paris Express et notamment de la desserte des banlieues qui sont aujourd'hui enclavées. Je pense en particulier à Clichy. Donc,
vous voyez la différence, la complexité, parce que je serai la première, et je vous assure, moi j'ai souhaité que nous fassions gagner une majorité de gauche et écologiste. Je l'ai dit, l'écologie a été le rendez-vous manqué du quinquennat de François Hollande. Et si c'était un autre président de la République, d'une autre majorité qui réussissait ça, j'applaudirais avec une grande sincérité et avec soulagement. Sauf que, je vous dis, la discordance entre le discours et les actes est très inquiétante, parce qu'on peut, en l'écoutant, se dire « c'est bon, la situation est gérée ». Et quand on voit la réalité des actes, on est assez triste finalement. Dans une interview au Monde qui est parue hier après-midi, Emmanuel Macron disait ceci à propos du nucléaire. Il faut sortir d'un débat qui est totalement fallacieux. Le nucléaire n'est pas une énergie qui est mauvaise pour le climat, puisque c'est une énergie décarbonée. Il a raison. Mais ça ne vous satisfait pas? Mais ça ne me satisfait pas pour une raison très simple. La seule vraie énergie bonne durablement, elle est double. C'est un, celle qui est renouvelable, et deux, celle qu'on ne consomme pas. Et le nucléaire a conduit à un gaspillage massif de l'électricité en France. Et aussi un sous-investissement considérable pendant des années. 99% de la recherche énergétique française était consacrée au nucléaire. Et donc, mais il dit, on fermera Fessenheim, on fermera d'autres centrales si c'est nécessaire, on fermera des centrales quand on sera certain que ce n'est pas la consommation de charbon qui remplacera la production d'électricité à partir des centrales nucléaires. C'est un discours réaliste? Finalement, quand on dit ça, on continue comme avant. C'est le scénario du laisser-faire. Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire? On va ruiner EDF. Parce que la vérité, et ça c'est un secret de Polichinelle, c'est que c'est une entreprise qui va dans le mur. Les besoins en financement pour le grand carénage, c'est-à-dire la grande réhabilitation entre guillemets des centrales nucléaires, les besoins qui vont être ceux que vont nécessiter le démantèlement des centrales britanniques qui ont été rachetées par EDF sont considérables. Donc c'est des dépenses financières considérables avec un vrai risque de faillite pour EDF. Simplement, quand on écoute M. Lévy, je l'ai regardé, lui il a dit qu'il ne fermera aucune centrale, mais quand les problèmes vont arriver, M. Lévy coulera une retraite paisible. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a un problème aussi de génération. Ceux qui vont devoir vivre avec les conséquences du dérèglement, avec les conséquences de ne pas avoir fait le choix d'investissement sur l'avenir, ce sont les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, et évidemment les enfants. Et donc, je crois vraiment que tenir un discours qui est alarmiste et ne pas avoir les actes qui vont avec est un problème politique au sens noble du terme. Donc, zéro pointé pour Emmanuel Macron en non, matière d'écologie. C'est pas ça la question. C'est quel sens de dire ces choses aussi alarmistes et de ne pas en tirer les conclusions. Et je le redis, je n'aurai aucune difficulté à applaudir des deux mains un choix résolu en matière de transition écologique. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 200 auditions en 6 mois. Les 3 médiateurs chargés du dossier Notre-Dame-des-Landes remettent leur rapport en fin de matinée au Premier ministre. Et pour la première fois, ils ont évalué l'impact climatique du projet. Le nouvel aéroport émettrait, selon eux, 12% de CO2 de plus que l'agrandissement de celui de Nantes. Un revers électoral majeur pour Donald Trump. Le candidat qu'il soutenait a été battu en Alabama, bastion conservateur pourtant depuis 25 ans. Cette défaite des Républicains réduit à une voix leur majorité au Sénat, ce qui risque de compliquer encore un peu plus l'adoption des réformes de Donald Trump. Grève aujourd'hui sur les antennes de France Télévisions pour protester contre les 50 millions d'euros d'économies exigés par le gouvernement en 2018, la suppression aussi de 180 postes, des chantiers défendus par la présidente Delphine Ernotte, visés par une motion de défiance hier, votée par 84% des journalistes du groupe. Et puis Christopher Froome pourrait se voir retirer sa victoire sur le Tour d'Espagne après un contrôle antidopage jugé anormal par l'UCI, des traces d'un médicament contre l'asthme détectées dans ses urines, 2 fois la limite autorisée. France Info. Cécile Duflot, ancienne ministre, ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts et l'invité de France Info. Jean-Michel Apathy. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes revient encore une fois à la une de l'actualité. Un rapport qui ne préconise rien va être rendu public aujourd'hui. Emmanuel Macron se prononcera courant janvier. Faut-il faire ou pas cet aéroport? L'ancien Premier ministre, votre ancien Premier ministre d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, était l'invité de Yael Goz hier sur France Info et il disait ceci. Il y a une solution qui existe, c'est une solution de bon sens, de responsabilité. Et puisque vous évoquez l'actualité climat, eh bien, si on prend le bilan carbone de ce nouveau projet, il sera nettement meilleur que si on continuait avec un projet qui borde la ville de Nantes. C'est un projet pour l'avenir. Les recours sont arrivés à leur terme. Je ne vois pas pourquoi plusieurs centaines de zadistes qui ont décidé de s'opposer au droit imposeraient leur conception. 180 recours juridiques. Tous ont donné raison à l'État favorable à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 180 recours juridiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à un moment? Le droit, c'est important, le droit. Ouais, le droit, c'est important, mais le sens de l'action qu'on mène, c'est important aussi. Plus que le droit.
mais pas plus que le droit. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Si le droit, comme je l'ai défendu en déposant une proposition de loi pendant la précédente majorité, met le climat dans la Constitution et la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution. C'est-à-dire que notre République devient aussi une République écologique et qu'on ne peut pas voter des lois qui sont contradictoires avec nos engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Eh bien, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne serait évidemment pas constitutionnel. Vous voyez bien que la question du droit, elle pose la question de l'objectif. Ça dépend du cadre qu'on fixe. Voilà pourquoi je défends le climat dans la Constitution, pour avoir cette boussole verte, justement pour qu'on sorte de cette espèce de débat qui dure depuis 1974. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans la Constitution. Sauf que là, donc... la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, et vous voyez, je vais saluer quelque chose qui a été réalisé par ce gouvernement, cette étude qui a été faite, c'est ce que nous demandions depuis des années, va mettre un peu de raison dans ce débat contre l'entêtement qu'on a vécu. Et la raison montre, contrairement à ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Jean-Marc Ayrault, mais quelque part, je lui en veux pas. Il s'est identifié à ce projet depuis 15 ans, 20 ans maintenant, donc c'est devenu comme son bébé. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous. Hein. Non, constater qu'il n'a pas... constater qu'il n'a pas le même avis que vous. Monsieur Apathy, moi je peux en vouloir à certaines personnes qui n'ont pas le même avis que moi sur des sujets qui sont des sujets très profonds. Mais là, c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Est-ce que oui ou non le bilan climatique est positif, le bilan économique, les nécessités aéroportuaires, et si j'en crois les éléments qui ont été publiés dans la presse régionale, notamment dans Ouest France, on voit bien que tout ce que nous disions depuis des années s'avère juste. C'est-à-dire qu'à la fois sur un plan aéronautique, financier, sur un plan écologique, cet aéroport n'a pas de pertinence. Alors le droit ne suffit pas, mais il y a eu une expression politique, un référendum qui a été organisé en juin 2016 dans le département de Loire-Atlantique. Et quand il a initié ce référendum, François Hollande, président de la République, disait ceci. Je demande au gouvernement, avec les élus locaux, qui partagent d'ailleurs cette vision-là, d'organiser un référendum local pour que l'on sache exactement ce que veut la population. Et si c'est non ? Et voilà. Mais il doit y avoir une conséquence. Vous serez tenu par cette réponse. Si c'est oui, et que la population veut cet aéroport, alors tout le monde devra accepter cette décision. Si c'est oui, tout le monde devra accepter cette décision. Et suffrage universel. Rappelez-le, 55% pour le oui. Alors deux choses. Première chose, si on disait ce qu'il y a vraiment dans la tête de François Hollande, il pense que c'est pas une bonne idée de faire cet aéroport. Pourquoi il le dit pas ? Ah, il l'a jamais dit ça ? Non, il l'a jamais dit. Enfin, il l'a pas dit forcément publiquement. Est-ce qu'il vous l'a dit à vous ? Mais oui, bien sûr qu'il l'a dit à moi. Dans le bureau, dans le secret du bureau, il vous a dit cet aéroport n'est pas une bonne idée. Monsieur Apathy, comme tous les responsables politiques. Ne vous échappez pas, Cécile Duflot. Oui, il vous l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais simplement, il a dit, comme tout le monde, il y a un problème avec Jean-Marc. À vous ? Oui. Allez, hop, je vais dire les choses parce que c'est fatigant, cette histoire. Oui. Aucun responsable politique de premier plan, aucun, ne défend en off Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde sait que c'est un projet absurde. Simplement, on ne le met sur deux champs. Et vous venez de le dire, donc je vais répondre à votre question. Un, la question de l'autorité de l'État. Parce que maintenant, on va expliquer. C'est pas rien, l'autorité de l'État. Oui, c'est pas rien, mais c'est pas non plus essentiel. C'est-à-dire que l'obstination, c'est pas un signe d'autorité. L'autorité, c'est de faire des choses justes et de se donner les moyens de prendre des décisions justes. Et deux ? Le chantage à la virilité, de dire attention, on va voir, c'est un test pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il aura le courage d'imposer cet aéroport ? Sinon, ça veut dire qu'il va se déballonner. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un champ rationnel. On met de l'entêtement, on y met une identité personnelle. Moi, j'ai eu ces discussions avec Jean-Marc Ayrault et je comprends aussi quand vous avez des élus locaux qui, pendant des années et des années, se sont fait les plus fervents défenseurs d'un projet. C'est difficile, mais ils savaient très bien, et tout le monde sait très bien, à la fois l'absence de pertinence du projet, la situation de blocage très importante. Donc il faut en sortir par la raison. Et ce sera un acte de courage de dire enfin, plutôt que de dire on fait un référendum. Et les 55% qui ont... Juste, ils ont donné leur avis. Oui. Les 55% qui ont dit oui, on leur dit quoi ? Alors je vais vous dire une chose, on dit c'est un aéroport régional. Il y a un besoin régional. On ne dit pas que c'est un aéroport pour le département de Loire-Atlantique, mais on fait voter les habitants de Loire-Atlantique. Ça n'aurait pas changé le sens du vote. Si. La totalité de la région est votée. Apathy, puisque c'est ma matinée discours franc, on a fait des sondages avant sur les différents périmètres pour faire la consultation sur le périmètre où on était le plus sûr d'avoir le résultat. Même sur Nantes. Ça a été trafiqué, vous voulez dire ? Mais ça n'a pas été trafiqué, simplement. C'est-à-dire qu'on a réduit à la Loire-Atlantique parce qu'on était certaine du résultat. Si on avait étendu, il y a des sondages, vous avez vu les sondages. Et vous savez quoi ? Vous n'aimez pas la langue de bois chez les politiques. Mais vous aussi, puisque vous êtes journaliste, soyez un peu courageux. Vous faites des off avec tous les politiques avant ou après les émissions. Vous le savez ce que je dis. Moi, j'ai pas fait beaucoup de off. Mais vous le savez très bien. Avec François Hollande. Tout le monde le sait. François Hollande était opposé au projet.
Mais il pensait qu'il fallait s'en sortir et donc il a un non, romantique. Non. Il était opposé. Vous vous souvenez qu'il y a eu l'opération César? C'est un mauvais projet, c'est ça, hein? Mais personne pense que c'est un bon projet. Je ne suis pas la seule à avoir dit. François Hollande trouvait que c'était un mauvais projet. Il va encore m'en vouloir. Mais je écoutez, au point où vous en êtes. Oui, alors oui, mais parce que ça n'est pas un mauvais projet. C'était peut-être dans une vision des années 60-70. Il fallait faire un aéroport pour Concorde, short pétrole en revenant des USA. Peut-être qu'à cette époque-là, c'était un bon projet. Mais en 2017, quand le modèle aéroportuaire mondial, ce sont de gigantesques hubs avec une desserte cadencée pour les... On sait bien que ce n'est pas un aéroport régional, international. On a compris l'histoire du périmètre, mais malgré tout, 55% des habitants de Loire-Atlantique qui ont voté se sont exprimés. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Même si on comprend que vous auriez aimé que ce soit plus large, juste à ces gens-là, vous leur dites quoi? Et notamment, certains sans doute parmi mes amis ont conseillé cette affaire de référendum pour essayer de se sortir l'épine du pied, mais que c'était pas une bonne solution. En fait, il faut être courageux sur cette histoire. Donc vous leur dites que vous avez mal voté, quoi? Non, pas du tout. Je leur dis qu'on leur a pas donné vraiment les éléments. Et d'ailleurs maintenant, parce qu'à l'époque, je leur dis, cette consultation, il n'y avait pas eu d'études précises pour dire quelle est l'alternative. Ce que je défendais, c'est de dire, voilà, il y a une solution qui est de moderniser notre Atlantique, ça coûte tant, ça a quelle conséquence, il y a une solution qui est de faire un nouvel aéroport. C'est pas ça qu'on a dit. Un mot sur les zadistes. On lit dans la presse ce matin. Oui, j'ai vu ça. Que c'était. Ils sèment l'effroi, cambriolage, vol. Oui, ça c'est un peu fatigant. Mode de vie. Ah, parce que c'est pas vrai. Il y a quelques personnes violentes, oui, c'est vrai, mais c'est pas. Ils sont armés. C'est pas la majorité. Ils ont préparé des armes pour faire mal à ceux qui viendraient les déloger. On a déjà vu cette opération d'intox pendant l'opération entre guillemets César, qui était celle de tentative d'évacuation de la ZAD, il y a en 2012, 13, j'ai un doute sur la date. Mais ce qu'il faut dire, c'est que oui, il y a quelques personnes violentes. Et moi, j'ai toujours condamné la violence. Moi, je suis fondamentalement non violente. Pas des enfants de cœur quand même qui sont là-bas. Non, mais il y a aussi plein de gens. Il y a aussi plein de gens qui sont. On vit pas des années dans ces conditions. Il y a aussi. Faites attention. Vous avez avec la fleur à la bouche. Vous avez une petite pointe de mépris. Il y a aussi des gens qui croient beaucoup à ce qu'ils défendent. Non, j'essaie plutôt de cerner la réalité de ceux qu'ils sont. Il doit y avoir de la violence. Allez-y. Il y a aussi là-bas des gens qui ont décidé d'avoir une vie différente, qui sont extrêmement convaincus de la justesse de leur engagement pour la planète. Quand on parle de défense de l'intérêt général, quand on vit de manière extrêmement sobre, voire même très très rustique, pour défendre une zone humide, je pense qu'on peut aussi faire une présomption de sincérité de la part de ceux qui sont là-bas. Mais vous condamnez les exactions éventuellement commises, les cambriolages, comme on le disait, le fait que des gens soient armés, vous condamnez cela. Oui, alors il faut quand même savoir que l'immense majorité des gens qui se sont opposés au projet, c'était des agriculteurs locaux, des paysans qui défendaient leurs terres, qui défendaient leur engagement, et je le redis, mettons dans ce dossier de la raison et de la franchise. Voilà, j'ai fait cet exercice de franchise devant vous. Oui, vous l'avez fait. Et donc la franchise, c'est aussi de dire qu'il n'y a pas une armée souterraine organisée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc je vais vous dire, ne me croyez pas sur parole. Faites un reportage, allez rencontrer les gens, allez discuter avec les différents collectifs. Et quand on fait cet exercice... Oui, il y a des gens avec qui c'est plus compliqué. Et je vais vous dire, ils n'aiment peut-être même pas forcément beaucoup les écologistes politiques comme je suis. Donc il n'y a pas de difficulté. Mais, et pour vous redire, à Sivins, ce qui a été raconté sur les gens qui étaient à Sivins et avant la mort de Rémi Fraisse, là, ça avait été un mensonge. C'est-à-dire que parfois aussi, on instrumentalise et on fait monter la sauce autour d'une hypothétique ou d'une fantasmée armée de résistance, de zadistes, parce que ça alimente aussi un discours politique. Vous restez avec nous, Cécile Duflot, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. C'est l'autre grand titre de cette journée, ouvrir l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires ou encore pénaliser les entreprises qui recourent au contrat court. C'est le début ce matin des discussions sur la réforme de l'assurance chômage. Syndicats et patronats sont convoqués à 11h30 tout à l'heure au ministère du Travail. Jean-Jacques Urvoas a-t-il transmis des informations confidentielles quand il était ministre de la Justice? Selon le Canard enchaîné, l'ancien garde des Sceaux aurait renseigné Thierry Solère sur une enquête judiciaire en cours le concernant. Le député des Hauts-de-Seine est soupçonné de fraude fiscale. C'est en République tchèque que Carmat teste son nouveau cœur artificiel sur l'homme. Comme 68% des essais cliniques, l'entreprise préfère délocaliser à l'étranger où les délais pour obtenir une autorisation sont beaucoup plus courts. D'où le cri d'alarme de France Biotech qui soutient l'innovation santé qui adresse une lettre ouverte à la ministre. Christopher Froome contrôlé positif sur la Vuelta en septembre dernier. Des traces de salbutamol détectées dans ses urines. C'est un composant de la ventoline. Le Britannique, 4 fois vainqueur du Tour de France, plaide la bonne foi. Il affirme souffrir d'asthme.
France Info. Cécile Duflot est l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Nous avons parlé de la planète, de Notre-Dame-des-Landes. Je voudrais qu'on parle de l'Europe. Alors, par un petit détour, on parle beaucoup de la Corse ces jours-ci. Vous étiez, vous, samedi, le jour d'ailleurs où il y avait cet hommage populaire à Johnny Hallyday, donc on n'en a pas beaucoup parlé, à une manifestation qui concernait le Pays Basque. De quoi s'agissait-il ? Mais il y a une initiative de la société civile qui est une initiative de longue date pour ramener la paix au Pays Basque, qui a vécu des événements extrêmement douloureux, extrêmement violents. Il y a eu beaucoup de victimes, de familles qui ont été brisées. Et ce processus de paix a abouti à ce que l'ETA remette ses caches d'armes, grâce, je le redis, à une mobilisation extrêmement large politiquement sur tous les champs politiques, et aussi une mobilisation extrêmement intelligente, fine et engagée de la société civile. Et là, la demande concerne les prisonniers. Et la demande d'après, c'est de dire maintenant il faut rapprocher les détenus de du lieu d'habitation de leur famille. Pas de demande d'amnistie, mais un rapprochement. De faire les choses calmement, de continuer ce processus, de recoudre ce qui s'est passé, de faire aussi la vérité sur cette période. Pardon ? Personne ne s'en occupe. Non, personne ne s'en occupe et c'est très dommage. C'est pour ça que je suis heureuse d'en parler ce matin. Il y a eu une énorme mobilisation avec beaucoup de gens qui sont venus du Pays Basque samedi, mais c'était samedi à midi, donc effectivement les projecteurs étaient. Donc, je suis contente d'en parler ce matin parce que ce que mène la population du Pays Basque, que mène la société civile au Pays Basque, c'est extrêmement important, ça mérite d'être soutenu. Alors en quelques mots rapides, l'Europe, ça va être la prochaine campagne électorale. Je ne sais pas si vous avez envisagé d'y participer. Ah, écoutez, vous savez, j'ai fait le choix là d'une forme de retrait. Alors c'est compliqué parce que effectivement c'est des sujets, vous m'avez invité ce matin, sur lesquels je pense qu'il faut aussi apporter une parole. Et sur Notre-Dame-des-Landes notamment, il y a une histoire qui fait que j'étais amenée à dire ce que je vous ai dit ce matin, parce que je pense qu'il faut en sortir, mais j'ai pas de scénario de retour à la vie politique. Non. Là vous n'avez plus de mandat, vous avez une activité, vous travaillez dans le privé. C'est ça, vous savez, la politique, vous êtes salarié, a été intense pendant 10 ans de ma vie. Vous n'avez pas envie d'y revenir, vous n'avez pas le projet d'y revenir. Je ne suis pas partie, je n'ai plus exactement les mêmes responsabilités. Est-ce que vous avez envie d'avoir un mandat européen, pour être court et clair ? Franchement, je vous assure que je ne me pose pas la question d'une candidature. Non. D'accord, vous ne vous posez pas la question, ça veut dire que mais, vous pouvez répondre oui ou non quand vous la poserez. Oui, parce que je ne vais pas vous mentir, on est aujourd'hui en 2017, je suis très loin de tout ça, mais comme il y a aussi une recomposition en cours du paysage politique, on est obligé de se poser des questions, de se poser des questions sur sa propre responsabilité. L'homme fort de la gauche s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a donné une interview au contenu très intéressant dans Les Échos lundi, je ne sais pas si vous l'avez vu, et Les Échos titraient assez justement, puisque c'est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon, cette interview ainsi: je suis un indépendantiste français. Voilà, je ne suis pas souverainiste. Si je suis souverainiste, pardon, c'est au sens de la souveraineté du peuple. Je suis plutôt un indépendantiste français. Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui correspond à votre état d'esprit, à votre pensée? Et je ne sais pas ce que ça veut dire au-delà de la formule, un indépendantiste français. Est-ce que les ça veut dire intérêts de la France sont mal défendus en Europe, rendez notre argent. Oui, mais alors, donc, si c'est ça, je ne suis pas d'accord, monsieur Apathy. Je pense que nous avons besoin d'un vrai budget européen. Je pense que si on veut engager la transition énergétique, c'est-à-dire à la fois sortir du nucléaire, aller vers plus de sobriété, développer les énergies renouvelables, il faut le faire au niveau européen. Que là, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas trouver des solutions uniquement au niveau français en matière écologique, c'est une évidence, mais aussi en matière de solidarité. Et que donc, il faut faire bouger l'Europe en profondeur. Moi, non seulement je ne me satisfais pas de l'Europe telle qu'elle va aujourd'hui, mais je pense qu'elle met en danger l'idée même d'Europe. Et d'ailleurs, c'est je crois sur cela que prospère une partie du discours de Jean-Luc Mélenchon, où il dit, voilà, les intérêts de la France ne sont pas défendus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts des générations futures de Français et d'autres, parce que nous vivons sur une seule planète. Et que pour ça, le périmètre européen est nécessaire. Mais c'est un périmètre où la démocratie doit retrouver sa place, où la solidarité doit retrouver sa place. Et au-delà, c'est pas que je ne comprends pas cette formule, mais ce que j'entends m'inquiète un peu. Vous parliez de la recomposition de la gauche, elle passe par Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui celui qui domine à gauche. Vous étiez avec Benoît Hamon au Mans il y a 10 jours pour le lancement de son mouvement Génération, mais bon, c'est petit à côté de Jean-Luc Mélenchon, qui est costaud. Vous savez qu'avant d'être grand, en général, on est petit. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment et vous l'avez souligné sur cette évolution. Je crois qu'on voit bien qu'avec l'élection de Wauquiez, la droite se rapproche de l'extrême droite. Et c'est vraiment, pour moi, à la fois triste et assez inquiétant. Mais c'est une réalité que, vu la politique menée, La République En Marche est en train de prendre la place, en absorbant d'ailleurs une partie des anciens membres des Républicains d'un parti de droite classique, libéral. Et que du coup, il y a toute une
partie de l'espace politique qui est en phase de recomposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être de gauche sans penser l'écologie, sans considérer qu'un modèle qui sort du productivisme est celui qui permet la redistribution et l'égalité? Je le crois. Et que je crois que du coup, les choses se passent dans un dialogue, dans des échanges. L'évolution de Jean-Luc Mélenchon, elle a été positive pendant un temps. Il s'est ouvert aux questions écologiques, mais on voit bien que sur d'autres questions, sur les questions européennes notamment, il est dans une phase de rétraction qui n'est pas complètement en phase avec ce que je crois être la bonne solution pour les temps qui viennent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours défendu le rassemblement, le compromis, les échanges entre la gauche et l'écologie, parce que c'est là qu'est le terreau de la Renaissance. Merci beaucoup Cécile Duflot. Bonne journée à vous.